À l'écart des circuits touristiques, l'Isan est la plus mystérieuse, la plus méconnue et la plus grande région de Thaïlande. Elle est nichée sur le plateau de Korat, au nord-est du pays. Riche de son passé singulier, cette région agricole fertile est bordée par le Cambodge au sud et plus au nord par le Mékong, qui la sépare du Laos, avec lequel elle partage une histoire, une culture et une langue. Loin des plages touristiques et des métropoles survoltées, l'Isan est le visage de la Thaïlande authentique. Tout au nord du pays, sur le Mékong, l'Isan s'éveille. Comme de nombreux habitants de la région, chaque matin, Khon Sap profite de la fraîcheur et d'une lumière exceptionnelle pour se ressourcer et communier avec la nature. L'aurore est le meilleur moment pour venir pêcher. Le peuple de l'Isan vit depuis toujours au bord du Mékong. Il est l'âme de l'Isan et coule dans les veines des gens d'ici. Il nous donne du travail et de la nourriture. Les rives du fleuve offrent de belles surfaces cultivables et cet apport continu d'eau douce nécessaire aux cultures est une véritable aubaine pour les habitants. On y cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais aussi du tabac, vendu aux quatre coins de l'Asie. Pour observer l'emprise du fleuve sur la région, il faut prendre un peu de hauteur et se rendre au village de Sangkom. Ici se trouve le plus beau point de vue sur le Mékong. Si le temple de Sangkom est célèbre depuis longtemps dans la région, ces dernières années, il est également devenu populaire dans tout le pays grâce à sa plateforme en verre. Avec le vide sous ses pieds et sa vue imprenable, Sangkom est un lieu incontournable lors d'un voyage en Isan. Toujours sur les bords du Mékong, à une centaine de kilomètres de là, un village a su conserver le charme de son architecture traditionnelle. Alors que dans le reste du pays, des immeubles en béton remplacent progressivement les authentiques maisons en bois, à Chiang Khan, les rues offrent un décor très prisé par les Thaïlandais en vacances. Tous les matins, les moines bouddhistes déambulent pieds nus dans les rues de la ville. Ils effectuent le rituel de Sebat, une quête de nourriture à partager avec les plus démunis. Cette offrande est un moyen pour les fidèles d'accumuler de bonnes actions et de purifier leur âme pour leur vie future. Sur les rives du Mékong, d'étranges embarcations illustrent une autre croyance, le Passat. Suryan, le directeur du bureau du tourisme, perpétue cette coutume pour le plus grand plaisir des touristes de passage. Le Passat est une coutume locale. Elle fait partie des croyances des habitants de Chiang Khan. On se libère des mauvaises énergies et des soucis accumulés en les déposant dans le Passat. Les Passats sont constitués de fleurs, parfois moulées en cire naturelle, de fruits, de coques de noix de coco, de feuilles de bananier et de morceaux de papaye. Une fois la structure réalisée, Suryan entame une prière.
Dans les prières, on invite les ondes positives à entrer dans notre vie. Le Passat est déposé sur l'eau et les problèmes qu'il charrie finiront à jamais au fond du Mékong. Ces croyances et ces coutumes locales se retrouvent partout dans l'Isan. À 300 km plus à l'est, une montagne sacrée est devenue au fil du temps un lieu incontournable de pèlerinage pour les habitants de la région. Wat Phutok, le temple de la montagne perdue, est perché au sommet d'un pic rocheux haut de près de 400 mètres. Le long du chemin, de nombreuses sculptures de moines, très réalistes, inspirent le pèlerin dans son ascension. Un ensemble de passerelles entoure la montagne sur 7 étages. Mais pour y arriver, il faut emprunter d'interminables escaliers très pentus et de nombreux passages en bois. Ces 7 niveaux représentent les étapes menant le Bouddha à la sagesse. À certains endroits, pas de quoi être rassuré. Ponts suspendus au-dessus du vide, pentes vertigineuses, balustrades étroites et endommagées donnent à la balade un certain goût d'aventure. Pour les fidèles, adeptes du concept de la réincarnation, atteindre la cime de la montagne permet d'accumuler du mérite pour leur prochaine vie. Une fois arrivé au sommet, les efforts du visiteur sont récompensés par une vue à 360 degrés sur toute la région. L'ultime rocher, qui abrite un minuscule temple de fortune, offre une agréable fraîcheur après l'ascension. Face à cet horizon verdoyant, le fidèle ressent alors une sensation de calme et de plénitude. Toujours au nord de l'Isan, en bordure du Mékong, la ville frontière de Nong Khai recèle un trésor historique inestimable. Le temple Wat Po Chai est l'un des plus anciens et des plus sacrés de la région. Il abrite une statue de Bouddha célèbre dans tout le pays, appelée Luang Po Prasai. Ce Bouddha en or massif, orné de dizaines de rubis, est connu pour son incroyable destinée. Sur les murs du pavillon principal, des fresques colorées racontent son histoire. Une plongée en images dans la naissance de l'Isan d'aujourd'hui. Ajahn Kwan, le moine qui dirige le temple, en connaît toute l'histoire. C'est un temple ancien qui a été construit il y a 500 ans. À l'origine, au XVIIIe siècle, Luang Po Prasai appartenait au roi du Laos. Le Bouddha en or faisait alors partie d'une commande de 3 statues identiques réalisées en l'honneur des 3 filles du roi. Les habitants ont réuni leur or et leur argent pour fabriquer les 3 statues de Bouddha. Mais en 1778, lors d'un raid mené sur le Laos par le roi du Siam, l'ancien nom de la Thaïlande, les statues furent dérobées et transportées vers Bangkok. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Isan devint une province thaïlandaise. Lors du voyage vers la capitale, pendant un orage, une des 3 statues fut touchée par la foudre et tomba dans le fleuve Mékong.
De nos jours, ce Bouddha est toujours au fond du Mékong. On ne sait pas le remonter parce qu'il est enseveli sous 3 mètres de vase. Les 2 autres statues furent alors transportées en charrette. Mais là encore, le trajet ne se déroula pas comme prévu. Quand ils sont arrivés par ici, une roue de charrette s'est cassée devant le temple. Les villageois ont réparé, mais la charrette s'est cassée de nouveau. Du coup, le roi a décidé que la statue resterait à Nong Khai. Si la 3e statue arriva finalement à Bangkok, Luang Por Pasai demeure depuis cette époque dans le temple de Nong Khai. Ce temple, et plus particulièrement cette statue, sont l'âme de la ville et les témoins privilégiés de la naissance de cette contrée, connue sous le nom d'Isan. Cap maintenant sur la région de Loei, à la découverte d'un lac très fréquenté par les visiteurs de passage. La province de Loei est réputée pour ses réserves d'eau douce, son climat tempéré et ses grandes étendues verdoyantes. Les lacs, cascades, rivières et autres affluents du Mékong offrent de belles possibilités de baignade. Mais ce que tout le monde vient chercher, c'est un moment de détente sur l'une de ces paillotes flottant sur le lac. Ce havre de paix n'a rien à envier aux paysages des îles bondées du sud de la Thaïlande. Ici, on mange comme au restaurant, mais avec un service assuré par pirogue. Le lac de Loei est un endroit touristique agréable, tourné vers la nature. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez et on vient vous livrer. Quand vous voulez rentrer, on vous ramène. Au revoir, bonne journée. C'est un lieu où on vient en famille ou avec des amis pendant les congés. Lorsque l'on a des amis étrangers qui aiment se baigner, on les amène ici. À quelques kilomètres de là se trouve un lieu emblématique de l'Isan, très apprécié lors des fortes chaleurs ou des journées pluvieuses. Au cœur de la montagne Phatam Chang se trouve une grotte entourée de légendes, la grotte d'Erawan. Erawan, c'est le nom donné à un éléphant magique à 3 têtes, que l'on retrouve souvent dans la culture populaire. Les Thaïlandais pensent que le mystérieux pachyderme aurait élu domicile ici. Dès les premiers mètres, on peut ressentir l'atmosphère sacrée que l'endroit dégage. De magnifiques puits de lumière et des roches en forme de champignons donnent un aspect mystique à la cavité. Les multiples concrétions formées par l'érosion forment un décor naturel de toute beauté. Il existe peu d'informations sur ce lieu, laissant ainsi la part belle à l'imagination du visiteur. Toujours dans le district de Loei, une étonnante tradition donne vie à d'étranges créatures, les Pithakones. La légende raconte que des esprits seraient revenus de l'au-delà pour faire la fête avec les humains, des fantômes un peu blagueurs, un peu voleurs, qui se joueraient des peurs des villageois. Les Pithakones sont représentés à l'aide de masques et de costumes colorés. Les masques étaient traditionnellement fabriqués avec les paniers de cuisson à vapeur, de grands cônes en bambou tressé.
Aujourd'hui, les artistes rivalisent de créativité et proposent de véritables chefs-d'œuvre réalisés dans différentes matières. Chaque année en juillet, au début de la saison des pluies, un carnaval est organisé dans le district. Les plus beaux masques et les plus beaux costumes seront exposés dans un petit musée de la ville de Dansei. Direction maintenant vers l'une des destinations les plus connues de l'Isan, le lac de Talebodeng. Sur plus de 68 km², ce lac abrite un incroyable champ de lotus rose, une formidable marée de fleurs célèbre dans tout le pays. Sun Tong vit sur les rives du lac depuis sa naissance. Il a vu cette merveille devenir au fil du temps l'un des lieux emblématiques de l'Isan. Nous avons eu l'idée de nous rassembler et de proposer des visites du lac en pirogue. Les lotus sont en fleurs de novembre à fin janvier. Les visites se font le matin très tôt, car l'après-midi, les fleurs se referment pour résister à la chaleur. Les fleurs de lotus poussent naturellement. Pour Sun Tong et sa communauté de pêcheurs, le lotus rose est un véritable cadeau de la nature, dont il faut savoir prendre soin. Ces fleurs de lotus sont notre fierté. Elles nous apportent du travail. Un lieu paisible et romantique, incontournable lors d'un séjour en Isan. À près d'une heure de route de là, Udon Thani est l'une des plus grandes villes de la région. La ville possède de nombreux marchés ouverts de jour comme de nuit. On y retrouve tous les produits locaux, comme ces délicieux gâteaux de riz gluants, farcis de mangue ou de banane, ou des graines de fleurs de lotus à grignoter ou à servir en salade. Cette boule verte avec de grosses épines, c'est le durian, le fruit préféré des Thaïlandais. À cause de son odeur très particulière, voire nauséabonde, il est défendu dans les hôtels et les transports publics. Mais la véritable star des marchés locaux, c'est lui, le piment de l'Isan. Plus petit et plus gros, il est surtout beaucoup plus fort que le piment asiatique traditionnel. Sur les étals, on trouve aussi de nombreux insectes comestibles. Grillons, vers à soie, blattes géantes. Pour les Thaïlandais, ces petites bestioles sont un apport important de protéines. Noum est propriétaire de l'un des meilleurs restaurants en ville. Pour lui, l'insecte comestible fait partie du patrimoine culinaire de l'Isan. On ne sait pas quand on a commencé à manger des insectes, mais on sait que c'est en Isan que tout a débuté. Aujourd'hui, Noum achète un mets très raffiné et très cher. On l'appelle le caviar de l'Isan. Ces petites perles nacrées sont en réalité des œufs de fourmis rouges. Ils sont très rares et très recherchés. On les trouve uniquement entre les mois de février et de mai. Les récolter demande beaucoup d'expérience. Bye bye Nanoy, je t'appelle demain pour te rejoindre. Le lendemain, Noum retrouve Nanoy, la vendeuse du marché. Ensemble, ils partent à la chasse aux œufs de fourmis. Les nids sont perchés dans les arbres, à plusieurs mètres de hauteur. Maintenant, elle est en train de récolter les œufs de fourmis.
À ce moment, elle va mettre la perche de bambou contre le nid de fourmis. Ensuite, elle va secouer la perche pour que les œufs tombent dans le panier. Fourmis! Oh, les fourmis me piquent partout! Oui, elles défendent leur nid. Ah ouais, c'est vrai. Pour isoler les œufs, la récolte est plongée dans un seau d'eau. Les fourmis s'accrochent alors à un bout de tissu, laissant le précieux caviar dans le fond du récipient. De retour en cuisine, Noum prépare une salade à base de caviar de Lissane. Dans l'assiette comme en bouche, le résultat est excellent. En route maintenant pour l'un des lieux les plus réputés de Thaïlande, le site archéologique de Ban Chiang. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ban Chiang héberge l'un des plus importants musées du pays. Ici, on retrace l'histoire de la région et la vie des hommes qui y vivaient il y a des milliers d'années. Toute une partie du musée reconstitue dans les moindres détails l'atmosphère des fouilles archéologiques du siècle dernier. Mais les pièces les plus importantes sont des poteries antiques. À Ban Chiang, avant les fouilles, lorsqu'un villageois creusait le sol pour construire sa maison, il trouvait d'étranges pièces en terre cuite colorée, sans trop savoir à quoi elles correspondaient. Un jour, un instituteur du village, qui regardait des enfants jouer dans la cour de l'école avec des fragments de poterie, a réalisé que dans les mains de ses élèves se trouvaient des vestiges historiques inestimables. La plupart des poteries retrouvées ont dû être reconstituées, car les habitants les brisaient volontairement pour les déposer ensuite près du corps du défunt pour son ultime voyage. Incontournable lors d'une visite de la région, le musée de Ban Chiang est une porte sur les 1001 secrets oubliés de Lissane. À 150 km de là, dans le district de Con Ken, se trouve un véritable lieu de culture. Con Ken est la ville la plus estudiantine de Lissane. Ses nombreuses universités rassemblent les étudiants de toute la région. Dans ce collège, après les cours et les études, entre un match de foot et une partie de jeux vidéo, on apprend et perpétue les danses, les chants et la musique traditionnelle de la région comme le molam. À l'origine, un musicien, un chanteur et un danseur se partageaient la scène. Les chansons racontaient des histoires d'amour impossibles et décrivaient la vie dans les campagnes. La plupart avaient une morale, une leçon de vie à offrir aux spectateurs. De nos jours, le molam a évolué et donne lieu à de nouveaux courants artistiques. Punchi enseigne cet art et ses variantes aux élèves du collège. Il y a plus de 10 ans, un célèbre artiste d'Isan, Maître Phueng Grazami, a décidé de faire évoluer le molam. Il a eu l'idée de mélanger les instruments traditionnels comme le kern ou la oud avec la basse et la guitare électrique. Dans la danse, chaque geste a une signification bien précise. Certains évoquent la douceur, d'autres la grâce ou la générosité.
Même si les arts vivants ont évolué au fil du temps, ils restent au cœur de l'identité des habitants de la région. Les spectacles de l'école attirent chaque année de plus en plus de monde. Nous répétons ce spectacle pour jouer dans un mois, lors d'un événement régional important, la foire de la soie de la ville de Shonabot. Shonabot se trouve à quelques kilomètres de Konken. Ses habitants y perpétuent un savoir-faire reconnu dans le monde entier. La fabrication d'une soie rare et précieuse. Dans ces grandes alvéoles en osier, les vers produisent des cocons de soie. Les plus petits vers sont les plus recherchés. Ils fabriquent moins de matière, mais de meilleure qualité. Une fois les cocons ramassés, ils sont emmenés dans une autre maison pour y être triés, effilés et teints de différentes couleurs. Minéraux, fruits ou écorces d'arbres servent à colorer le précieux tissu. Dans cette autre maison, on prépare un grand fil noir. La longueur des bobines peut atteindre les 100 mètres. Un travail de précision où la moindre erreur peut abîmer le précieux filament. Dans le centre-ville, un musée est consacré à l'histoire de la soie. Le savoir-faire de Shonabot a remporté plusieurs fois le concours de la meilleure soie du continent asiatique. La technique de tissage locale est spéciale. Elle s'appelle Mudmi et ses secrets de fabrication sont bien gardés. Toutefois, au sol, on peut admirer d'anciens moulins à fil et des outils à tisser. Sur les murs, des fragments de soie de différentes époques et qualités sont exposés. Cette pièce est le clou du spectacle. C'est le morceau de soie Mudmi le plus cher au monde. Il avoisine les 6 000 €. Pour celles et ceux qui veulent un souvenir, le magasin du musée propose des tissus et des vêtements de qualité à des prix bien plus abordables. Au nord de la région, le district de Mahasarakam possède l'un des ponts en bois les plus grands du monde. Sur plus d'1 kilomètre de long, la structure s'étend comme un trait d'union entre les deux parties du village de Kaedam. Porscha est née ici. Elle a assisté à la construction de ce ponton qui a changé la vie de la bourgade. Le ponton du village a été construit pour que les habitants puissent se rendre dans les rizières et rejoindre l'école qui est sur l'autre rive. Les villageois en ont même fait leur point de rencontre quotidien. La construction est devenue célèbre d'un bout à l'autre du pays et attise la curiosité. Depuis maintenant 50 ans, le pont de Kaedam est ainsi devenu un lieu fréquenté par les visiteurs venus de toute la Thaïlande. La promenade sur le ponton au milieu du lac, couvert de feuilles de lotus, reste un moment insolite et authentique. L'Isan est la plus grande région de la Thaïlande et également la plus agricole. Véritable grenier du pays, on y cultive des fruits, des légumes, du riz, mais aussi de la canne à sucre. Deux fois par an, John Penn et sa famille se retrouvent dans leur champ pour la récolte. Nous cultivons la canne à sucre en famille depuis très longtemps. Nous nous transmettons ce champ depuis plusieurs générations. Nous faisons du sucre et de l'alcool avec. Nous pouvons faire plein de choses avec la canne. C'est l'une des plantes que l'on cultive le plus en Isan. Simple à cultiver, économique, rapide à récolter et facile à transformer, la canne à sucre est l'une des plantes préférées des paysans.
Chaque récolte est l'occasion d'une fête où l'on se retrouve en famille. La fin de la récolte du riz donne également lieu à de nombreuses célébrations. Pour cette occasion, dans la ville de Mahasarakam, une exposition de statues de paille attire chaque année des milliers de curieux. C'est l'occasion de découvrir d'incroyables créations mesurant parfois jusqu'à 6 mètres de haut. Des œuvres d'art géantes qui font rêver petits et grands. Organiser cette exposition mobilise plus de 15 personnes pendant près d'une semaine. Pour comprendre son origine, il faut sortir de la ville et se rendre dans le petit village de Dongbang. C'est dans la tête de cet artiste qu'est né ce fabuleux projet. Le reste de l'année, Pisha fabrique et anime des marionnettes. Elles sont principalement constituées de bambou, de bois et de tissu. Pisha se souvient encore du jour où l'idée lui est venue. Cela fait plus de 10 ans que je fabrique ces marionnettes. Je marchais dans le village quand j'ai vu un enfant jouer avec les boîtes empilées. J'ai trouvé qu'elles ressemblaient à des personnages. Cela m'a donné l'idée d'en faire des marionnettes. J'ai commencé à empiler les boîtes pour voir, puis j'ai rajouté des yeux, des cheveux, des bras et des jambes. C'est ainsi que les marionnettes sont nées. Ces boîtes à riz, les kratip, existent en Isan depuis plus de 200 ans, mais je suis le seul à en faire des marionnettes. Au fil du temps, les figurines sont devenues plus grandes. Pisha leur fabrique même des articulations et leur donne la forme de personnages célèbres de contes et légendes de l'Isan. Pisha a alors décidé d'en faire des spectacles. Son premier public est celui de l'école du village. Il y a 2 ans, j'ai proposé aux enfants du village de leur apprendre à fabriquer et utiliser les marionnettes. Je suis honoré de pouvoir transmettre les arts et la culture de l'Isan aux générations futures. Juste à côté de l'école se trouve un incroyable lieu caché. Sous le toit,
des graffitis parfois vieux de plus de 100 ans. Tout aurait commencé lorsque les habitants du village décidèrent de dessiner des éléphants sacrés sur les murs du temple. Peu à peu, les dessins se sont diversifiés et racontent les légendes locales. On y retrouve des passages dignes d'un journal télévisé, informant de l'arrivée des colons et de leurs esclaves au royaume de Siam. Des sujets comme la mort, la pêche dans le Mékong et la récolte du riz sont abordés. Et même parfois des histoires de coucherie. L'ancêtre de la télévision, au milieu des rizières. À 200 km plus à l'est, dans la ville de Surin, une fondation propose une rencontre insolite avec des éléphants. Ici, on a toujours vécu avec et au milieu des pachydermes. Par le passé, ils étaient employés dans les champs pour tracter de lourdes charges. Mais au fil du temps, certaines personnes se sont mises à les utiliser pour amuser les passants dans la rue et leur soutirer un peu d'argent. Comme de nombreux animaux subissaient de mauvais traitements, le gouvernement a alors interdit cette pratique. La fondation Surin Project accueille les éléphants blessés et dont on ne veut plus. Ils vivent ainsi en semi-liberté, libres le jour et protégés la nuit. Osho, le responsable du lieu, s'en occupe avec attention. Il connaît précisément le passé de chaque éléphant. Ce grand-là, son nom c'est Puki. Puki est un éléphant du Nord. C'est un éléphant que l'on a récupéré parce qu'il est blessé à la cheville. Ces deux-là, leur nom c'est Kamrai et Nopalat. C'est une mère et sa fille. Ce sont les derniers éléphants à être arrivés dans le projet. Pour financer leur nouveau cadre de vie, la nourriture et les soins dont ils ont besoin, la Fondation propose aux touristes de passer la journée en leur compagnie. Mais pas question de les exploiter en grimpant dessus ou en leur faisant faire des courbettes. Ici, l'éléphant est roi et l'homme un discret observateur de la nature. Lisan regorge de lieux insolites et permet des rencontres humaines inoubliables. Dans l'est de la région, dans le district de Sisaket, un temple très original mérite le détour. Il a été construit avec plus d'1,5 million de bouteilles de verre. Façade, piliers ou toiture, absolument tout est construit à partir de bouteilles de bière ou de boissons énergétiques. Sur les murs, des fresques constituées de capsules de bouteilles racontent la vie du Bouddha. Cette construction originale est l'œuvre du moine Luang Pulot. J'ai fait ce temple moi-même. J'ai eu l'idée de faire ce temple seul. C'était dans les années 1980. On m'a porté des bouteilles. Je trouvais le verre des bouteilles très beau. Si les gens réfléchissent, ils comprendront que notre corps est comme une bouteille, un fragile réceptacle de la vie. Je l'ai pensé moi-même et je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas pensé au résultat, je l'ai fait. Ce n'est pas important que ce soit beau ou pas. Ce qui est important, c'est de l'avoir pensé et fait.
Retour au sud de l'Isan, dans la ville de Phimai, pour découvrir un temple khmer vieux de plus de 10 siècles. Dans le passé, Phimai était une ville importante dans le royaume de Siam. Véritable carrefour avec le Laos au nord et les Khmers au sud, elle est le fruit de nombreuses influences étrangères. C'est le plus grand temple khmer de Thaïlande. Sa construction atteste de la forte présence de ce peuple dans la région. Une route de plus de 200 km partait de l'entrée pour finir au cœur du royaume khmer. À l'intérieur du bâtiment principal se trouve la statue du roi Jayavarman VII. C'est lui qui ordonna la construction du monument. Mais à Phimai, il y a aussi une curiosité à ne pas rater. L'un des plus grands arbres banyan au monde. 3200 mètres carrés de branches et de racines interconnectées, formant un seul et unique arbre. Ses racines se situent à l'extrémité de ses branches. Elles tombent vers le sol comme une épaisse chevelure. Cet arbre est sacré. Les Thaïlandais pensent que les banyans sont le territoire des esprits féminins et donc symbole de fertilité. On vient ici pour prier autour de la souche mère, faire des offrandes et demander aux esprits un nouvel enfant dans la famille. Le banyan de Phimai offre à tous un moment de quiétude et de spiritualité. À 150 km plus au sud, dans le district de Wanang Keo, se trouve un lieu très apprécié des Thaïlandais. De novembre à mars, le Flora Park propose un décor coloré. Sur plus d'un hectare, bégonias, azalées et impatiens façonnent le paysage. En cette saison, le climat dans le nord de la Thaïlande est plus frais que dans le reste du pays. Il n'est pas rare d'atteindre les 15 degrés à la nuit tombée. C'est donc le lieu idéal pour la culture des fleurs. Le succès de ce genre de lieu prend ses racines dans une longue tradition d'art floral. Les compositions se présentent sous forme de bouquets ou de colliers. Qu'elles soient religieuses, familiales ou festives, ces créations sont généralement destinées aux offrandes. Les Thaïlandais ont une passion particulière pour les fleurs. Ici, on aime les contempler pendant des heures. Elles ont pour la plupart des significations bien précises. Les fleurs de lotus sont le symbole de l'accomplissement spirituel, alors que celles de sakura représentent l'impermanence. Si les Thaïlandais apprécient les fleurs, ils raffolent aussi des photos, et particulièrement de selfies. Ils sont devenus en peu de temps incontournables dans la culture locale. On se prend en photo tout le temps, et partout, surtout s'il y a des fleurs. Agriculture, art, cuisine et artisanat, l'Isan a su conserver des savoir-faire ancestraux. Le village de Dan Kiwan en est un bel exemple. Depuis plus de 2 siècles, il est réputé dans le monde entier pour ses poteries.
Un peu partout dans le hameau, des échoppes proposent à la vente des pièces toutes faites à la main. Vases, pots, jarres ou bas-reliefs, leur fabrication fait vivre toute la communauté. Ils sont faits avec l'argile locale, réputée de très bonne qualité, qui provient des rives voisines de la rivière Moon. Sa particularité réside dans sa haute teneur en fer. Les poteries sont ainsi plus robustes, plus durables. Cette argile a aussi la réputation d'être très souple à travailler. La rivière a également permis au village d'étendre son réseau de clients. On vient en pirogue de l'autre bout de l'Issan acheter les poteries vendues sur les berges. Waka est le témoin privilégié de cette réussite qui ne date pas d'hier. Nous réalisons des poteries à Dankan depuis plus de 200 ans. J'utilise les mêmes méthodes que mes ancêtres. À l'origine, ce savoir-faire provient de l'ethnie des Moon, dont nous faisons partie. Les poteries sont cuites dans des fours à bois. Si leur aspect n'est plus très authentique, la technique, elle, est restée la même. Une cuisson lente pendant 24 heures à 1200 degrés. Au départ, nous fabriquions uniquement des ustensiles, tels que des vases, des jarres ou des plats. Mais aujourd'hui, les artisans proposent des produits très variés, de la décoration de jardin aux figurines en tout genre. Bonne adresse pour les Thaïlandais et visite authentique pour les touristes, le village de Dan Kiwan est une escale de choix. Plus au sud, à 100 km de Bangkok, se trouve le lieu le plus connu et le plus visité de l'Issan, le parc national de Khao Yai. À cheval sur 4 provinces, c'est le plus grand parc du pays, avec ses quelques 2000 km². Il est constitué de 3 types de forêts, de grandes prairies et de monts qui culminent à plus de 1000 mètres d'altitude. Khao Yai veut justement dire la grande montagne. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc abrite aussi l'une des plus vastes forêts d'Asie. Près de 70 espèces de mammifères y sont recensées. Des centaines d'éléphants sauvages y vivent en toute quiétude. On trouve aussi des cerfs, des ours, des léopards, des tigres, des gibbons et de nombreux macaques. Khao Yai, c'est aussi 300 espèces d'oiseaux différentes. Au cœur du parc, plusieurs cascades rythment le parcours. La plus connue et la plus accessible se nomme Awe Suwat. Il est interdit de s'y baigner. On vient ici pour se prendre en photo ou pour profiter de la fraîcheur. Cette nature foisonnante, au milieu des montagnes, est aussi un des lieux où les Thaïlandais ont le mieux réussi à allier patrimoine et modernité. Le meilleur exemple est certainement le vignoble Grand Monté, 15 hectares de vignes qui bordent le parc national. À la tête de ce fabuleux domaine, Niki, une jeune femme de talent qui veille avec passion sur les précieuses grappes de raisin. Nous sommes producteurs de raisins à Khao Yai. L'Issan est la plus grande région agricole du pays. Cette terre est cultivée depuis toujours de façon traditionnelle. Mais depuis 20 ans, nous avons appris à cultiver le raisin. Paillage, arrosage en goutte à goutte, stockage en fût de chêne.
Niki utilise les techniques les plus sophistiquées pour produire son vin. La qualité de notre vin est réputée dans le monde entier. Nous avons même créé un label d'indication géographique protégée, vin de Khao Yai. Ici, nous avons découvert notre terroir. La particularité du climat et de l'environnement de Khao Yai se retrouve dans les saveurs de notre raisin. Berceau d'une civilisation où culture et nature s'accordent, cette région clé de l'Asie du Sud-Est offre un autre visage magnifique de la Thaïlande. Une Thaïlande plus secrète, plus authentique.